Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Suspendue depuis 2007 par l'Union européenne, la République de Guinée peut désormais exporter ses produits halieutiques, notamment les poissons, vers les pays de l'UE, car la sanction a été levée de 2007 à 2021. La Guinée a perdu énormément d'argent dans ce secteur d'activité. La journée mondiale africaine sera célébrée ce mardi sur le continent comme il est de coutume depuis le 25 mai 1963, date de création de l'organisation de l'unité africaine devenue en 2002. L'Union africaine sera célébrée cette fois sur le thème « Les arts, la culture et le patrimoine, l'évier pour l'édification d'une Afrique que nous voulons ». L'angle de la rédaction nous amène à la découverte d'Elhadj Amadou Barry. Il quitte Conakry contre toute attente pour s'installer dans le Fouta profond. Arrivé à Timbi en 2013-2014, le jeune commence très petit avec un demi-hectare de pommes de terre. Aujourd'hui, il est à 30 hectares finalement. Il lance son entreprise agricole globale SARL avec une main-d'œuvre importante qui donne priorité aux femmes. Le parcours typique du garçon, c'est avec notre rédaction ce soir. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par cette brève au Mali. Peu après l'annonce du remaniement ministériel ce lundi 24 mai, la situation est tendue à Bamako. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Mokhtar Ouane. Dans la soirée, un proche du Premier ministre affirme que le président et le Premier ministre ont été conduits à Kati, fief de l'ex-chef junte. Les ténors de l'ex-junte n'ont pas approuvé le remaniement qui a vu de leurs compatriotes quitter le ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Et les deux sont de la garde nationale depuis plusieurs jours. On parlait ici de mécontentement des militaires. Est-ce une conséquence directe? Certains le pensent et il faut attendre pour savoir la suite de l'histoire. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. La journée mondiale africaine sera célébrée ce mardi sur le continent comme il est de coutume depuis le 25 mai 1963, date de la création de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue après, en 2002, l'Union africaine. Elle sera célébrée cette fois-ci sous le thème « Les arts, la culture et le patrimoine, l'évier pour l'édification d'une Afrique que nous voulons ». Commentaire Antoinette Dédé Onivogui. Cette année, cet anniversaire se déroule dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, sans occulter ses innombrables conséquences sur l'économie du continent, et pas seulement. Je voudrais exprimer, au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée et de son gouvernement, les remerciements du peuple de Guinée à la communauté internationale, à nos partenaires et multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour aider nos pays à lutter contre la pandémie de la COVID-19 et aussi à vaincre celle d'Ebola. La journée de l'Union africaine offre l'opportunité d'évoquer la mémoire des pionniers des indépendances africaines et des panafricanistes qui ont pensé à mettre en place cette organisation en vue de défendre les intérêts majeurs du continent sur la scène internationale. Le parcours historique à travers le monde dès les premières heures de notre indépendance des troupes artistiques de renommée internationale comme les ballets africains de Guinée, les ballets Djoliba et l'ensemble instrumental national a contribué au rayonnement des arts africains à travers ce monde. Les prestations des ballets africains ont connu leur apothéose lors d'une production spéciale faite sur le podium de la plénière de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La Guinée a aussi produit d'éminents chanteurs comme Sori Kandja Kouyaté, ainsi que des orchestres de renommée internationale tels que le Bembeya Jazz National et les Amazones de Guinée. À ceci, il faut ajouter les écrivains Kamara Lai et Djibril Tamsir Niane, auteurs respectivement de L'Enfant Noir et de l'épopée Mandeng, livres qui sont enseignés dans presque toutes les écoles africaines.
Les arts, la culture et le patrimoine, levier pour l'édification d'une Afrique que nous voulons, est un thème qui matérialise le désir d'amplifier, de rationaliser et de renforcer la contribution des arts et de la culture du développement à l'intégration sociopolitique des États africains. La Guinée y apportera sa pierre. La Guinée propose l'organisation en marge de chaque sommet annuel de l'Union africaine d'un festival panafricain des arts et de la culture avec la participation des meilleurs acteurs et troupes régionales. Cette initiative cherche à fédérer ainsi les festivals régionaux. Au terme de cette manifestation de haut niveau, des prix pourraient être décernés par catégorie d'activité. Les dirigeants et chefs d'État du continent sont tournés désormais vers l'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique la puissance mondiale de demain en donnant la priorité au développement social et économique, à l'intégration continentale et régionale, à une gouvernance démocratique, assurant la paix et la sécurité des populations. Suspendue depuis l'an 2007 par l'Union européenne, la République de Guinée peut désormais exporter ses produits halieutiques, notamment les poissons, vers les pays de l'Union européenne, car la sanction a été levée de 2007 à 2021. La Guinée a perdu énormément d'argent dans ce secteur d'activité. Comment la nouvelle a été accueillie par le département des pêches et de l'aquaculture? Nos reporters guinéens Bemba Koulibaly et Abou Koria Kourma sont allés à leur rencontre. Suivez. L'interdiction à la Guinée d'exporter ses produits halieutiques par l'Union européenne remonte à 2007. Cette année-là, le port autonome de Conakry n'avait pas de frigo sophistiqué pour le bon traitement du poisson. Le pays avait aussi du mal à coopérer, d'où sa suspension. Bon, vous savez, il faut reconnaître que le professeur Alpha Condé, quand il est venu ici, il y avait beaucoup de problèmes. Et il fallait corriger beaucoup de choses. Parce que, premièrement, vous savez, l'administration guinéenne, bon, on ne coopérait pas et tout ce qu'on disait dans notre propre signature, on ne respectait pas. Alors, son arrivée a aidé beaucoup de choses parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2000, il y a eu les premiers audits qui sont venus, ça n'a pas marché. Mais grâce à un travail de fond, des frigos ont été construits. Le bon traitement des produits halieutiques devient enfin une réalité. Aujourd'hui, la suspension a été levée. La Guinée pourrait désormais exporter ses poissons vers les pays de l'Union européenne. Le ministère de la Pêche, c'est-à-dire le ministre lui-même, avec son grand conseiller Asman Fofana, chargé de la question de pêche, ils sont mis ensemble pour travailler très dur, pour qu'on puisse être, la sanction peut être enlevée. Et aujourd'hui, chose dit, chose faite, qui a été un travail. Imaginez-vous, depuis 2007, on est dans une situation et c'est maintenant 2021 que, Dieu merci, qu'on se retrouve vraiment pour que notre produit commence à aller à l'Union européenne et puis avec tous ces avantages que vous pouvez imaginer. Autre facteur de la suspension était l'écoulement des produits halieutiques de mauvaise qualité sur le marché. C'était une période difficile. C'est pourquoi Amadou Polyvalent Bangoura ne souhaite plus que les mêmes erreurs comme la pêche illicite se répètent. Je l'ai dit dans beaucoup d'antennes que tolérance zéro pour ceux qui veulent pêcher illégalement et beaucoup des infractions ils sont déjà avertis. Je crois que toutes les sociétés de pêche prendront toutes les dispositions pour éviter la pêche illégale. Suspendue d'exporter ses produits halieutiques depuis 2007, l'économie guinéenne dans ce secteur très générateur de revenus a payé le prix. Après la levée de la sanction, place à la multiplication des efforts pour rattraper le temps perdu. Fodé Bangoura, secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social guinéen, une surprise dans le milieu politique même si les acteurs ne doutent pas de sa maîtrise des dossiers du pays en tant qu'homme d'État, mais entre un politicien chevronné et un technicien, le plus souvent le fossé est grand. Le chef de file de l'opposition s'attend à un geste d'apaisement du président Alpha Condé pour déblayer le chemin. Mamadou Sadio Baldé est allé à sa rencontre. Suivez. Fodé Bangoura, homme d'État, c'est une évidence. Puissant sous le régime Conté, personne ne peut le nier. La question qui se pose, est-ce qu'il a suffisamment de marge pour rapprocher les acteurs autour de la table? Il faudra le voir à la tâche. Vous savez, moi, comme j'ai dit que techniquement, l'homme de dossier, l'homme qui connaît le pays, mais vous savez, il faut aussi que tu sois
très fort en politique. Vous savez, le politique, d'autres choses, c'est pas la même chose. Politique, il faut essayer de parler. C'est notre créneau qui est très très glissante. Un nuage épais couvre le paysage politique guinéen. C'est pourquoi même le chef de file de l'opposition qui prône le dialogue a besoin de voir clair avant de s'engager dans cette autre aventure. Si le dialogue est téléguidé, ou bien il faut qu'on ait l'assurance aussi que si c'est-à-dire le dialogue est fait, s'il est sincère, et que le sortie du dialogue, tout ce qu'on va se mettre d'accord et signer, il faut qu'on ait quand même la garantie que ça sera exécuté. Diabati Doré croit à ce qu'il voit. Autrement, il souhaite un résultat concret à Fodé Bangoura pour éviter les expériences passées. Nous souhaiterons que M. Fodé Bangoura réussisse au moins la libération des prisonniers et les autres choses. Mais le plus important, que tu libères Paul Pierre, mais est-ce que la loi sera respectée dans le pays? Alpha Condé peut faire comme les présidents burkinabés et ivoiriens pour faciliter le travail aux leaders du PUP, désormais chargés de rapprocher les positions. Mais vous savez, dans le cadre du dialogue, tout est possible. Pour qu'on puisse apaiser les choses. On a vu ça quand aujourd'hui Ouattara et Bago, n'est-ce pas, se donnent la main, ou Ouattara qui a accepté que Bago rentre au pays. C'est une nomination qui suscite interrogations et suspicions de la part des politiques. Quant à la mouvance, elle salue cette nomination et invite tous les acteurs politiques à un dialogue sans préalable. L'opposition, de son côté, brandit le chiffon rouge et parle de diversion et n'y croit vraiment pas. Elle demande plutôt la mise en œuvre des recommandations issues des dialogues précédents. Alcini Bari et Abdoulaye Kamara signent ce compte-rendu. C'est l'information du week-end. Fodé Bangoura, secrétaire permanent du cadre permanent de dialogue politique et social. Une nomination qui passe mal chez le parti Alliance démocratique pour le renouveau, qui parle de manque de volonté politique et de diversion. La montagne a accouché d'une souris. Ils ont mis ce cadre-là avec tambour et tintamarre. Pour nous, on allait trouver une personnalité consensuelle, capable de fédérer et surtout ayant une capacité d'écoute énorme et pouvant être accepté de tous les bords. Un scepticisme qui est aussi manifesté à l'Union des forces démocratiques de Badikou. Il a fallu les menaces de sanctions ciblées contre des personnalités par l'Union européenne pour que ça bouge. Voilà déjà un premier grave problème. Le deuxième grave problème, c'est que c'est un dialogue qui est entièrement aux mains du pouvoir. À la mouvance présidentielle, l'acte est salué et surtout avec plein d'espoir. C'est une nouvelle que nous avons accueillie, je dirais avec satisfaction. Les opposants posent des conditions pour un dialogue réussi dans notre pays. Le pays est enfermé avec la fermeture unilatérale des frontières nord et sud, mais aussi avec la détention des acteurs politiques et certains journalistes et acteurs sociaux. La condition, c'est d'abord que le pouvoir accepte de ne pas monopoliser le dialogue, puisqu'on sait qu'il n'ira nulle part. Il faut qu'avant le dialogue, il y ait une concertation sérieuse entre l'opposition parlementaire, extra-parlementaire et le pouvoir pour fixer donc le cadre du dialogue et la direction du dialogue. Des propos balayés d'un revers de main par Souleymane Keita du RPG Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de préalable pour aller à des concertations. Il s'agit des questions de la République. Nous sommes en démocratie, le pouvoir est tout à fait structuré, il y a plusieurs niveaux, il y a des choses qui relèvent du domaine de l'exécutif, il y en a qui relèvent au niveau du Parlement, d'autres relèvent du domaine du judiciaire. L'autre question est de savoir quelle va être la chance de cohabitation entre Kassori Fofana, président du cadre permanent du dialogue, et Fodé Bangoura, secrétaire permanent. Sur le plan gestion pratique de l'ensemble des problématiques soulevées en termes de préoccupations par les différents acteurs,
se règle autour du Premier ministre. Le secrétariat permanent sera, comme je l'ai dit, cette croix de transmission, n'est-ce pas, entre les acteurs et le cadre qui siégera sur l'ensemble des problématiques soulevées par les acteurs. On va changer de cadre dans cette édition d'information. Le corps du jeune d'origine guinéenne Lamine Moïse Bangoura se trouve dans une morgue en Belgique depuis 3 ans maintenant. Dans une vidéo amateur, on y voit clairement des policiers le maltraiter, mais jusqu'à présent, les circonstances exactes de sa mort n'ont toujours pas été élucidées. Les parents du jeune accusent la justice belge de racisme dans cette affaire. Ils comptent aller jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré, explication. George Floyd n'est certainement pas le premier noir mort asphyxié sous les genoux d'un policier blanc. Il y a 3 ans, à Bruxelles, capitale des institutions européennes et promotrice des droits de l'homme, Lamine Moïse Bangoura mourait dans les mêmes conditions. Dans cette vidéo amateur de 39 secondes, on voit plusieurs policiers blancs le maltraiter dans sa chambre. Depuis 2018, son corps est confisqué dans une morgue à Bruxelles. Les résultats de l'autopsie démontrent qu'il a été tué suite à un étranglement, selon son père qui accuse Bruxelles de ne rien faire pour la manifestation de la vérité. Un mouvement de soutien à la famille vient de naître. J'en appelle ici et maintenant à UNIA, au MRAX, à la Ligue des droits humains. Vous vous devez d'accompagner la famille. Vous vous devez de vous constituer partie civile dans le cadre de cette affaire. Parce que cette inversion complète de la responsabilité pénale est en partie de votre dû. Depuis 3 ans, les parents du défunt se battent pour récupérer son corps et l'enterrer dignement. En vain. Ces leaders politiques dénoncent la faiblesse de la diplomatie guinéenne. Vous savez que dans nos cultures, il n'est pas prévu qu'un corps soit gardé pendant plusieurs mois, à plus forte raison plusieurs années. Et aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans, depuis que ce compatriote est décédé dans des circonstances non élucidées. Et c'est là aussi de la faiblesse de notre État. Parce que sinon, quand un compatriote meurt dans des conditions troubles, l'État doit se lever pour exiger que justice soit faite et qu'on sache dans quelles conditions le compatriote a été tué et pour quelles raisons. Et s'il y a lieu, que les auteurs soient condamnés et la famille soit dédommagée. L'ambassadeur de la Guinée en Belgique est particulièrement pointé du doigt pour son laxisme et son silence coupable dans cette affaire qui défraye la chronique. Ces citoyens ne décolèrent pas. L'ambassadeur là, lui là, on doit le rappeler. Si Alpha Condé m'écoute maintenant, là, on n'a qu'à rappeler l'ambassadeur là. Il n'est pas là-bas pour les Guinéens. Il fait son business là-bas, donc lui il n'a qu'à rentrer. Face à l'inertie de l'État guinéen, plusieurs voix s'élèvent pour interpeller les compatriotes et les ONG de défense des droits humains à se faire entendre. Le projet d'appui au développement de la filière de noix de cajou au nord-ouest de la Guinée a été officiellement lancé ce jeudi à Boké. L'objectif de cette rencontre est d'appuyer le gouvernement guinéen à travers les activités de projets agricoles dans le pays afin que la noix de cajou soit valorisée dans les zones de production du pays. Reportage Salifou Lifou Sissé et Mamadou Pété-Diallo. Cet atelier a regroupé au total 36 acteurs de la chaîne de l'or noir. Il s'agit des représentants du ministère du Commerce, de l'Agriculture et de l'Élevage, les autorités préfectorales de Boké, les représentants de la FAO, de l'Union des producteurs d'anacarde, les bénéficiaires directs du projet, ainsi que les collecteurs et les transformateurs. Ce projet vient à point nommé dans la mesure où il va essayer d'augmenter les revenus des producteurs. La préfecture de Boké est une préfecture à vocation minière. Au départ, les gens avaient tendance à abandonner beaucoup d'activités. Tout le monde cherche de l'emploi dans les mines, alors que la terre qui ne trahit pas est là. Cette rencontre de Boké fait suite à la requête du gouvernement guinéen adressée à la FAO en vue du financement d'un projet capable de contribuer au développement de la filière d'anacarde. La FAO a été sollicitée pour appuyer le développement de la filière noix de cajou ici à Boké.
Et c'est dans ces cadres que nous avons répondu favorablement pour appuyer des groupements qui sont déjà engagés dans la production de la noix de cajou ici. Il y a 3 groupements composés d'à peu près 60 grands producteurs et à peu près 5000 producteurs au total. Dans le but d'accroître le chiffre d'affaires des producteurs, le représentant de cette institution en Guinée compte accompagner ses planteurs pour un bon rendement escompté. Donc il y aura ici les sites sur lesquels nous sommes là, c'est un hangar qui va être mis avec tous les matériels de transformation et de stockage et qui, autour d'un groupe, parmi les différents groupements dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ils vont avoir des hangars avec toutes les unités de transformation et de stockage de la noix de cajou. Déjà, 3 groupements de producteurs organisés en micro-entreprises, soit 60 bénéficiaires directs et plus de 5000 bénéficiaires indirects, dont 2000 femmes et jeunes, sont sur le terrain dans les collectivités de Boké. Quand on a formé le projet, il fallait trouver un domaine et ainsi je me suis consulté avec ma famille et on a préféré donner cette place au groupement pour l'installation de ces unités. Parce que pour nous, c'est un intérêt commun pour tous les membres du groupement d'abord. Et en plus, ça va servir vraiment à vulgariser cette transformation que nous envisageons beaucoup. Pour cette phase du projet, 3 sites sont retenus pour abriter les unités de transformation. Il s'agit de Madina Kebenya, Kisasi et Tamaransi. Dans la Guinée profonde à Zérékoré, toujours pas d'entente autour du choix d'un patriarche de la ville, Lambert Gouekoya, Jubelemo et David Massa, tous de la même lignée familiale, réclament chacun le trône patriarcal. La situation est en passe de susciter de nouvelles tensions et selon dit, ce sont des femmes leaders traditionnelles qui ont pris d'assaut le siège du gouvernorat. Elles dénoncent ce qu'elles appellent l'immixtion des autorités locales dans une affaire familiale. Le reportage de notre correspondant régional, Alexis Collier. Pour exprimer leur ras-le-bol, elles ont d'abord assiégé la rentrée principale du gouvernorat. Il est 10h30, certains affluent la cour à l'entente du gouverneur de région. L'impatience pèse. Elles vont rencontrer aussi vite le directeur de cabinet. Loin de la presse, les échanges ont pris près d'1 heure. Tous les jours, les échos viennent, il y a 2 patriarches. Nous, on n'a pas de 2 patriarches. On a une seule patriarche. Parce que c'est les Jogbala qui ont décidé, Lambert Gouekoya, Jogbalamou, qui ont donné ça à la population. Donc nous, on laisse derrière Gouekoya, Lambert, Jogbalamou. On est venu informer monsieur le gouverneur avec ces travailleurs pour les dire, moi c'est pas pour les demander, mais c'est pour les dire que nous on a une seule patriarche. Elles sont venues des 22 quartiers de la commune et elles dénoncent, dit-on, une émission des autorités locales dans le choix du patriarche. Au nom de toutes les femmes là, on doute parce que si c'est pas quelqu'un qui soutient un côté, l'affaire de patriarcat, on n'a pas beaucoup à discuter. Les gens n'ont pas besoin de monter et descendre. Ils ont déjà choisi, c'est fini, c'est fini. En clair, elle reproche à l'administration locale de soutenir le fils du défunt patriarche Hazali Zobelemo. Des accusations balayées récemment par le gouverneur de région. Nous avons dit aux 2 patriarches, nous ne recevons ni l'un ni l'autre. Nous ne reconnaissons ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Nous ne voulons pas être complices d'un. Pendant ce temps, la bataille pour le contrôle du patriarcat constitue la pomme de discorde dans la cité. Les 2 camps, ceux de Lambert et de David Massa, ne comptent pas lâcher prise. L'angle de notre rédaction nous amène à la rencontre d'Elhadj Amadou Bari. Il quitte Conakry contre toute attente pour s'installer dans le Fouta profond. Arrivé à Timbi en 2013 et 2014, le jeune commence très petit avec un demi-hectare de pommes de terre. Aujourd'hui, il est à 30 hectares. Finalement, il lance son entreprise agricole Gobel SARL avec une main-d'œuvre importante qui donne priorité aux femmes. Le parcours atypique du garçon est l'objet de ce grand format signé Alpha Ousmane Ba.
diplômé de l'Institut supérieur du commerce et d'administration des entreprises de Guinée-Iscaï, Elaz Amadou Bari, ce jeune originaire de Dalaba et citoyen du quartier Amdalaï, commune de Ratoma, dans la capitale guinéenne, surprend tous par son choix de quitter le confort familial et de son entreprise pour voler de ses propres ailes. Et c'est un champ, comme vous le constatez, qui commence à jaunir. Donc, dans pratiquement un mois et demi, ça sera la récolte ici. Il a compris très tôt que l'homme ne s'accomplit pas qu'en milieu urbain. Il laisse tout en ville et s'installe à Timbi Madina pour lancer son entreprise agricole Gobel Sarla. J'ai commencé avec un demi-hectare de pommes de terre et c'est ma 7e année. Donc ce n'est pas un début, ça n'a pas été facile d'atteindre les 30 hectares. Mais avec une bonne stratégie, aujourd'hui on peut dire Dieu merci qu'on est arrivé à 30 hectares. Mais on ne va pas se limiter là. Au fil des ans, avec l'élargissement des champs, Bari se rend compte qu'il avait besoin d'une main-d'œuvre importante pour couvrir les travaux, de la production à la récolte. Il forme déjà une famille entre lui et ses hommes qui l'entourent. À côté de cette dizaine d'hommes autour de lui, la couche féminine est prioritaire dans son entreprise. Au minimum, il y a 200 femmes employées. Toute l'équipe fonctionne sur la base d'une organisation solide. Un véhicule est affecté pour le transport des femmes qui assurent l'essentiel du travail dans les zones de production. Ces mères rapportent avec fierté et revenus en famille. Il y a 5 ans maintenant, depuis que nous avons commencé à travailler avec Bari. Mais depuis tout ce temps, ce n'est qu'un bon rapport entre nous. Nous sommes fiers de lui. Avant, on venait avec nos enfants. Maintenant, il nous a aidés à inscrire nos enfants à l'école. Ceux qui sont plus âgés exercent des métiers. C'est nous les mères qui venons travailler dans les champs pour trouver de quoi nourrir la famille. C'est un échange de services. Nous constituons la main-d'œuvre contre la rémunération. Il est d'un grand appui pour nous. Nous prions Dieu qu'il élargisse ses moyens dans l'agriculture et nous permettre d'être nos propres patrons aussi, un jour. Dans sa vision, parrainer des jeunes et des femmes afin qu'il épaule d'autres personnes à leur tour, Mamadou Yassine est le premier jeune à être coopté par le patron de Gobel Sarl. Tu as cherché du travail, tu n'as pas gagné. Bon, suis-moi. Viens, cette fois-ci, je ne vais pas te laisser. Cette fois-ci, je ne vais pas te laisser. Viens, on va aller ensemble. Tu vas aller faire même le stage. Tu vas voir comment ça bouge. Maintenant, je suis fier. Et je suis fier de lui. Je suis là comme si maintenant c'est chez moi. Je ne parle même pas de la ville maintenant. 2 mois plus tard, nous retournons dans les champs. Cette fois, ils sont en pleine maturité. C'est la phase de récolte. Il faut accueillir les femmes, les installer par groupe de travail. Les unes arrachent, les autres mobilisent les tubercules en chargement. Une longue opération qui nécessite un travail ardu. La rémunération est faite selon la tâche de chacun et une quantité de pommes de terre est dotée à toutes en guise de ration pour les familles respectives. Le soir ou à l'issue des travaux, on donne à chaque femme le prix qui a été convenu le matin. L'objectif c'est de faire en sorte que chacun sort gagnant, donc avec un peu d'argent et un peu de tubercules de pommes de terre. Après la récolte, les clients grossistes viennent en fin d'après-midi avec des véhicules en vue de charger en direction de Conakry et d'autres villes du pays. Avant leur arrivée, des jeunes sont sur les lieux en premier pour remplir les sacs à la demande des clients qui achètent à prix bord champ. Quand ils finissent, on appelle une voiture pour venir prendre au champ et amener soit à notre magasin ou charger directement. Par exemple, aujourd'hui, ça tombe sur un vendredi. Là, quand le camion vient prendre, tout de suite, il va embarquer sur un autre camion qui doit partir à Conakry. Elaz Alassane Bari rend visite à son fils pour la première fois à Timbi Madina. Sa venue coïncide au premier jour de récolte. C'est un père heureux dans un français approximatif qui se rend compte que son héritier Amadou Bari a quitté Conakry pour des raisons sérieuses. Il a caché de moi pour venir, sans m'informer.
C'est après qu'il m'a formé et il va faire l'agriculture à Timbi. C'est dit quoi? Il dit pompiteer. Et c'est dit, est-ce que tu es à l'argent pour ça? Il dit oui, aidez-moi, mais c'est ce que je veux faire. C'est constaté au lieu que c'est les aides pour aller en Maroc ou bien à Tunis ou bien en France, aux États-Unis. Et ça va faire 1 mois, 2 mois, 1 an sans information. Je préfère qu'il reste en Afrique pour travailler en Afrique, surtout l'agriculture. Donc, si les enfants guinéens est courageux, motivés pour faire le travail comme ça, c'est très soulageant, je suis content de lui et d'autres qui travaillent avec lui. Elhadj Amadou Barry est pour une attention particulière des gouvernants sur cette fédération qui est une couverture du monde rural. Vous savez, la fédération, c'est une entité qui fédère aujourd'hui plus de 35 000 producteurs de pommes de terre. Ça, ce n'est que la filière pommes de terre et elle a 5 filières. Normalement, c'est une fédération qui doit être accompagnée par l'État. Pour la période allant de janvier à mars, ça a été une campagne réussie pour l'entreprise Gobel Sarl. Sur les 30 hectares sémés, 722 tonnes de pommes de terre ont été récoltées, soit 28 880 sacs de 25 kg. Et dans cette partie du Fouta Djallon, la terre ne chôme pas. Après la pomme de terre, Barry et son équipe sèment du maïs sur le même périmètre agricole. Une action à saluer, vive en tout cas l'entrepreneuriat jeune. C'est la fin de cette édition d'information. Au niveau de la régie, avec Aboubacar Fouté qui était avec nous. N'oublie pas Lamine Sidibé et notre ami qui nous accompagnait du côté de la réalisation, Bernard Kondono. Portez-vous bien au cœur, vous soyez surtout restés avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.